Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Sénat 360. Tout de suite, voici les titres. Suite aujourd'hui de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale au Sénat, un texte qui prévoit de rendre obligatoire 11 vaccins contre seulement 3 à l'heure actuelle. Ce sera l'objet de notre premier débat dans quelques minutes. La droite sénatoriale présente son contre-budget. Alors que les projets de loi de finances arrivent en débat dans l'hémicycle, le groupe LR avance des pistes et refuse notamment la hausse de la CSG. La réforme constitutionnelle voulue par Emmanuel Macron peut-elle passer ? Le Sénat, par la voix de Gérard Larcher, refuse l'obstruction mais pose ses conditions. Le président du Sénat a réuni ce matin les patrons des groupes parlementaires pour évoquer ce sujet. On en débattra dans cette édition. Et justement, vous pouvez réagir à nos débats sur Twitter avec le hashtag Sénat360. Pour nous accompagner cet après-midi, Saveria Rojek dans l'hémicycle et Oriane Mancini en salle des conférences. Le multiplex, c'est tout de suite. La COP23 se tient jusqu'à vendredi à Bonn, en Allemagne, et dans la dernière ligne droite, Emmanuel Macron et Angela Merkel sont présents pour y prononcer un discours et relancer l'ambition climatique européenne. Résumé des enjeux par Hélène Goutani. Emmanuel Macron à Bonn pour le début des négociations entre chefs d'État et de gouvernement pour la COP23. La situation n'a jamais été aussi alarmante. Lundi, plus de 15 000 scientifiques signaient un manifeste appelant à prendre des mesures immédiates. 80% des insectes disparus en Europe. 2016, année la plus chaude jamais enregistrée. 2017 en voie de battre le record de catastrophes climatiques. Le constat est sans appel alors que l'accord de Paris patine. Pour le président français, il faut désormais sauver l'accord de la COP21. 18 ONG ont adressé une lettre aux deux chefs d'État pour faire du couple franco-allemand le moteur européen de la lutte pour l'environnement. Le contexte est a priori favorable pour les deux leaders qui partagent la même volonté de défendre le climat. Mais la marge de manœuvre est plus réduite qu'il n'y paraît. La chancelière, longtemps considérée comme la championne de l'environnement, est critiquée pour l'utilisation du charbon. Nouvellement réélue, elle doit d'abord former un nouveau gouvernement de coalition avant toute décision politique. Du côté français, il y a aussi des déceptions, comme le report de la réduction du nucléaire. Pour Emmanuel Macron, il faut incarner l'opposé de Donald Trump. Bonn est la première étape pour le chef d'État avant le sommet sur le climat, le 12 décembre prochain, 2 ans, jour pour jour, après la COP21. Et pour évoquer ce sujet, on rejoint Oriane Mancini en salle des conférences. Oriane, vous êtes avec le sénateur écologiste de l'Isère, Guillaume Gontard. Oui, Jérôme, bonjour Guillaume Gontard. Alors, Emmanuel Macron est en train de s'exprimer en ce moment même à Bonn. Le président de la République qui a déclaré que le seuil de l'irréversible avait été franchi. Est-ce qu'il est trop tard pour sauver la planète ? Non, j'espère qu'il n'est pas trop tard, mais par contre le temps avance et il y a vraiment urgence. Moi j'étais hier à la COP 23, on a rencontré l'ensemble une réunion de parlementaires du monde entier et on a vraiment entendu ce cri d'alarme d'un certain nombre de parlementaires des pays, on va dire, les plus défavorisés et les plus touchés par le réchauffement climatique, qui vraiment nous demandaient d'aller vite et d'aller très vite et de passer des paroles aux actes. Emmanuel Macron qui a aussi déclaré il y a quelques minutes à Bonn que l'Europe devait se substituer aux États-Unis. Il est à Bonn avec Angela Merkel. Est-ce que le couple franco-allemand, c'est le nouveau moteur de ce combat climatique ? En tout cas, comme je disais, on n'a pas le choix, donc il faut que tout le monde y aille. Si les États-Unis, je ferai même une différence, parce qu'il y a le président américain, mais je pense qu'une grande partie de sa population, de ses élus, peuvent être moteurs dans ce combat, mais on doit tous y aller. Et c'est effectivement encore mieux si l'Europe arrive à s'entendre là-dessus et à porter vraiment ce message. Donc pour vous, au-delà des actes de Donald Trump, on peut encore compter sur les États-Unis ? J'espère. De toute façon, il faudra le faire et moi je suis persuadé que la population et puis je disais un certain nombre de politiques américains ont bien compris et iront de l'avant. L'Allemagne a du mal à abandonner le charbon. La France repousse la sortie du nucléaire. Est-ce que ces deux pays sont les mieux placés dans ce combat écologique ?
Et je ne sais pas s'ils sont mieux placés, je ne sais pas s'il y en a qui sont mieux placés. En tout cas, maintenant, il faut tous qu'on agisse et qu'on passe vraiment aux actes. Donc la France doit avancer sur sa politique énergétique. Je pourrais parler de la politique énergétique, notamment de l'hydroélectricité. On a des balbutiements au niveau de l'État français on n'arrive pas bien à comprendre cette politique énergétique et je pense qu'il y a vraiment urgence à savoir ce qu'on veut faire. On est pionnier dans un certain nombre notamment sur l'hydroélectricité. On connaît le problème de General Electric qui veut abandonner une partie de cette spécificité française et je pense que là l'État a vraiment son mot à dire pour qu'on puisse avancer là-dessus. Il y a l'hydroélectricité, il y a l'éolien, il y a le solaire et je pense qu'il faut qu'on soit moteur et également avec l'Allemagne. Le nucléaire, c'est autre chose. Mais quand vous dites on n'arrive pas bien à comprendre cette politique, c'est-à-dire que pour vous, Emmanuel Macron, il n'est pas clair dans cette politique sur l'écologie ? En tout cas, sur l'écologie, je ne sais pas, mais en tout cas sur la politique énergétique de la France, c'est vrai qu'on a un petit peu du mal à comprendre quelle est la direction. On a vu le recul sur le nucléaire. Alors moi, je comprends qu'il faut peut-être un petit peu de temps pour mettre en place, mais en tout cas, il faut passer à autre chose et que cette transition énergétique, pour l'instant, on la sent pas. En tout cas, elle n'est pas très claire. Et je pense qu'il faut vraiment comprendre que maintenant le pétrole c'est fini, qu'il faut passer à autre chose. Vous diriez qu'il y a un décalage entre les discours d'Emmanuel Macron à l'international et ses actes sur le plan national ? Oui, je pense, et je pense que il y a une politique économique qui correspond pas tout à fait à ce qu'il faudrait pour amener cette transition énergétique qui est quand même, je dirais, primordiale si on veut que nos enfants vivent mieux ou aussi bien que nous plus tard. Merci beaucoup, merci Guillaume Gontard d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci Oriane. Justement sur ce sujet, Emmanuel Macron vient de terminer son discours à Bonn. Je vous propose d'écouter un extrait du chef de l'État, on l'écoute. Je souhaite donc que l'Europe se substitue aux Américains et je veux ici vous dire que la France sera au rendez-vous. Je souhaite que le maximum d'États européens puissent à nos côtés justement, tous ensemble, compenser la perte de financement américain. Mais je peux vous garantir d'ores et déjà qu'à partir de 2018, pas un centime ne manquera au GIEC pour fonctionner, avancer et continuer à éclairer nos décisions. Le Sénat peut-il trouver un compromis avec l'exécutif sur la réforme constitutionnelle ? Gérard Larcher a réuni ce matin les présidents des groupes parlementaires pour évoquer ce sujet. Pas d'obstruction de principe, mais des lignes rouges sont tracées. Héloïse Grégoire. Gérard Larcher a débuté une série de consultations ce matin sur la réforme institutionnelle. Le président du Sénat a rencontré les présidents de groupe afin d'étudier leurs différents points de vue. Pour l'instant, deux lignes rouges se dessinent, le non-cumul des mandats dans le temps et la baisse du nombre de sénateurs. La baisse du nombre de sénateurs ne devait pas être supportée par les territoires les plus fragiles. Nous sommes une chambre qui représente les territoires. C'est l'article 24 de la Constitution. Par conséquent, il faudra que, si on s'accorde pour la baisse du nombre de sénateurs, il faudra aussi s'accorder sur le mode de désignation des sénateurs et sur la représentation des territoires qui sont fragiles d'un point de vue démographique. Il n'est pas question que cette réforme se fasse sur le dos de cette France périphérique. Pour François Patriat, un compromis peut être trouvé sur la question du non-cumul des mandats dans le temps. Cette limite des emplois dans le temps qui est appliquée aujourd'hui au chef de l'État, puisqu'on ne peut pas faire plus de 2 mandats pour la République, doit s'appliquer peut-être sous une autre forme. En tout cas pas pour les petits mandats locaux, mais enfin pour les grands mandats, à condition, une seule condition, c'est qu'elle s'accompagne d'un véritable statut de l'élu. Le gouvernement reste optimiste pour une réforme de la Constitution courant 2018. Dès la semaine prochaine, Gérard Larcher reçoit une seconde fois les présidents de groupe pour au total une dizaine de réunions jusqu'en janvier prochain. Alors que le Sénat entame l'examen des projets de loi de finances pour 2018, les sénateurs Les Républicains ont présenté aujourd'hui leur contre-proposition au texte de l'Assemblée. Pour eux, pas question d'augmenter la CSG pour les retraités ou de supprimer hâtivement la taxe d'habitation. Clément Perrault.
En convoquant la presse pour exposer ses positions sur le budget, le groupe Les Républicains au Sénat veut s'afficher en patron. Fort de leurs bons résultats au sénatorial, les sénateurs emmenés par Bruno Retailleau veulent peser de tout leur poids sur la réponse du Sénat aux réformes du gouvernement. Et ce, même si certaines dissensions sont apparues sur le sujet ce mardi avec les centristes. Ce travail-là, on le fait dans le cadre d'une majorité, les Républicains et puis les centristes, mais c'est normal qu'on a, pour ce qui nous concerne nous, une responsabilité, puisque nous sommes le groupe central, si j'ose dire, le plus important au Sénat. Sur le projet de loi de finances pour 2018, les Républicains concentrent leurs attaques sur 2 réformes. D'abord, l'instauration de l'impôt sur la fortune immobilière prévue dans le cadre de la réforme de l'ISF. Ensuite, la suppression de la taxe d'habitation, accusée de créer des inégalités entre les collectivités locales. Dans certaines communes, vous n'aurez, si la réforme a été votée, qu'un contribuable qui paie la taxe d'habitation. Et dans plus de 7000 communes en France, vous aurez moins de 5 contribuables. Donc vous imaginez la différence de situation entre des communes riches qui auront encore un pouvoir de taux et des communes pauvres où, de fait, il n'y aura plus de contribuables. Le budget de la sécurité sociale est également décortiqué par les sénateurs Les Républicains. Un point majeur de désaccord apparaît, l'augmentation de la CSG de 1,7 points pour de nombreux retraités. Une réforme déjà refusée hier par le Sénat et que les Républicains veulent remplacer par une hausse de la TVA à taux normal. On demande aux retraités de payer pour l'assurance maladie, ce qu'ils ont déjà fait toute leur vie, en cotisant et en travaillant. Donc on leur demande de payer 2 fois. La première lecture au Sénat du projet de loi global de finances est prévue pour le 23 novembre. La République En Marche tient son congrès ce samedi à Lyon et doit introniser Christophe Castaner comme patron. Une simple formalité puisqu'il est le seul candidat, mais en interne, des critiques se font jour sur le fonctionnement du jeune mouvement. Fabien Requier et Fabrice Cunet. Christophe Castaner choisi par Emmanuel Macron pour présider le parti LREM, un mode de désignation bien peu démocratique pour une centaine de marcheurs qui seraient sur le point de claquer la porte. Alors celui qui est encore porte-parole du gouvernement pour quelques jours fait la tournée de ses parlementaires. Pour l'instant, le mouvement, d'après les informations que j'ai, n'a strictement rien reçu. Donc j'ai vu que la presse était mieux informée, mais pour l'instant, personne n'a fait cette démarche. 170 000 nouveaux adhérents depuis 6 mois dans ce mouvement, et je parle bien de 170 000 nouveaux adhérents nets, montre aussi l'envie de changer la pratique politique dans ce pays par la base, par le mouvement. Justement, au menu des discussions de cette réunion de groupe ce mardi matin au Sénat, l'examen en cours du financement de la Sécu et la politique familiale, mais pas seulement. De la position du mouvement, de comment on pouvait aujourd'hui être en marche, être dans le mouvement et apporter sa pierre, et comment fonctionne le gouvernement en interne, comment le mouvement pyramidal doit être inversé aujourd'hui, de la base vers le sommet. Inverser un fonctionnement trop pyramidal. À demi-mot, chez En Marche, on semble prendre conscience du problème. Même si officiellement, il n'est pas question de fronde, l'argumentaire est rodé. 100 personnes qui déclarent sur 380 000 « nous ne sommes pas contents », vous parlez des 100 et pas les 380 000. On connaît la musique, c'est juste cocasse, quoi. Hein. Il y a 100 marcheurs qui veulent quitter le mouvement aujourd'hui sur 170 000 nouveaux adhérents depuis les élections, sur 350 000 en tout. Avouez qu'on peut en parler, ils peuvent s'exprimer, d'ailleurs ils s'expriment très librement, ils ont des tribunes, ils utilisent les médias aujourd'hui. Mais je crois que la plus grande démocratie quand même, c'est quand même le vote à main levée. Un vote à main levée qui devrait consacrer Christophe Castaner à la tête du nouveau parti présidentiel ce week-end au Congrès de Lyon. Alors fronde ou pas, sa première mission sera bien de remobiliser la base de la pyramide. Et on part rejoindre Oriane Mancini en salle des conférences. Oriane, vous êtes avec Rachid Temal, sénateur socialiste du Val d'Oise. Rachid Temal, des adhérents ont claqué la porte de La République En Marche. Des critiques fusent sur le manque de démocratie interne. Vous êtes numéro 2, vous, du Parti Socialiste. Quel regard portez-vous sur ce qui se passe en ce moment dans ce mouvement ? Alors, étant coordinateur du Parti Socialiste, je mesure ce qu'est un parti et ce qu'est une démocratie. Dans le Parti Socialiste, vous votez à chaque étage, chaque échelon. Ce n'est manifestement pas le choix qui a été fait à La République En Marche. Et je crois comprendre que ce qui était soi-disant un parti collaboratif est finalement un parti extrêmement pyramidal. Tout se décide à un seul endroit. C'est au même endroit qu'on décide à la fois de qui sera candidat à chaque étage, quelle est la ligne, s'il y a une ligne du parti. Donc c'est une approche totalement différente de ce que sont les partis comme le Parti Socialiste. Qu'est-ce que vous diriez, que le Nouveau Monde fait de la politique à l'ancienne ? Moi, je n'ai jamais cru en la théorie du Nouveau ou de l'Ancien Monde. Ce que je peux dire, j'ai le sentiment que c'est plutôt une république à la grand-papa.
le sentiment de revivre les années gaullistes, à la fois dans le parti, à la fois dans une approche de plutôt parlementaire Godillot, mais également dans ce qu'est la centralisation du parti vis-à-vis des collectivités locales ou autres. On voit bien que tout se décide à un même endroit. Donc c'est plutôt une vocation d'un homme qui décide pour son organisation. Christophe Castaner prendra donc la tête de La République En Marche samedi. Est-ce que selon vous, il doit quitter son poste de secrétaire d'État chargé des relations avec le Parlement ? D'abord, nous allons entendre samedi. Il sera le seul. J'ai cru comprendre que c'est une élection à main levée. C'est, je crois, une première. Et on verra d'ailleurs combien de personnes pourront exprimer une position ou un avis différent. Il revient au gouvernement de décider de ce que doit faire M. Castaner. Et pour vous, ce n'est Après, pas incompatible, ce poste qui doit être plutôt celui d'un homme de consensus, est-ce que ce n'est pas incompatible qu'il revienne à un chef de parti ? Quand M. Castaner devra rencontrer les chefs de parti, il pourra se rencontrer lui-même, ce sera beaucoup plus simple. Mais plus sérieusement, moi je pense que maintenant il revient au président de la République, dans le cadre d'un remaniement qui est annoncé, de regarder ce qu'il faut faire en termes d'organisation de son gouvernement. Autre sujet, Rachid Temal, 8 femmes accusent Thierry Marchalbeck, l'ancien président du mouvement des jeunes socialistes, de faits pouvant être qualifiés de harcèlement et d'agression sexuelle entre 2010 et 2014. Quelle est votre réaction ? D'abord, la surprise, hier, en apprenant tout cela, là, bien sûr, le soutien total aux victimes. Et nous souhaitons que la justice soit faite, que la justice leur soit rendue et qu'elle puisse exprimer qu'elle soit victime et donc reconnue comme telle par la justice de notre pays. Je précise que la personne en question n'est plus membre du Parti socialiste depuis maintenant plus de 2 ans. Et donc nous allons, nous avons indiqué ce que nous pensions de cette situation-là. Et par ailleurs, dans notre parti, nous mettons en place, mais indépendamment d'ailleurs de cette question-là, mais depuis plusieurs semaines, nous travaillons sur un dispositif interne à notre parti parce que je considère que dans un parti, on doit pouvoir à la fois sur les questions de formation, sur les adhérents, de ce qu'est le harcèlement, etc. Mais en même temps de pouvoir avoir une logique de lanceur d'alerte. Et donc chaque fois qu'une personne, qu'une femme se sent victime dans notre parti, elle doit pouvoir alerter ou quand quelqu'un est lui-même témoin d'une agression diverses variées, doit pouvoir alerter. Donc nous mettons en place un dispositif interne au Parti socialiste et le 25 novembre prochain, on va réunir l'ensemble des secrétaires fédéraux de France qui travaillent sur ces questions-là parce que nous allons justement pouvoir mettre en place concrètement ce processus-là. Merci beaucoup Rachid Temal, merci d'avoir répondu en direct à nos questions. Merci Oriane. On vient de l'évoquer avec Rachid Temal, des accusations de harcèlement et d'agression sexuelle au sein du MJS, le mouvement des jeunes socialistes, sont révélées aujourd'hui par le journal Libération. C'est Thierry Marchalbeck, président du mouvement de 2011 à 2013, qui est visé. Je vous propose d'écouter la réaction de Stéphane Troussel, président socialiste du département de Seine-Saint-Denis, ce matin sur notre antenne. C'est insupportable, ces témoignages sont d'une extrême gravité. Et donc, moi, je les condamne sans aucune équivoque. Et je souhaiterais qu'il puisse y avoir des poursuites judiciaires pour qu'il y ait des condamnations lourdes face à de tels comportements. Et je dois dire que dans un département comme le mien, où depuis longtemps nous sommes particulièrement engagés, puisque le département a été à l'initiative de la création il y a maintenant près de 15 ans, d'un observatoire départemental des violences faites aux femmes, c'est absolument indispensable que la parole se libère. L'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale est en ce moment même dans l'hémicycle. Un texte que suit pour nous Saveria Rojek depuis les tribunes. Alors Saveria, quelles sont les mesures débattues aujourd'hui ? Bien Jérôme, les sénateurs, vous venez de le dire, continuent d'examiner donc ce budget de la Sécu pour 2018. Hier, il faut le rappeler, ils ont supprimé la mesure la plus controversée de ce PLFSS, la hausse de la CSG pour les retraités. Ils ont adopté à main levée un amendement en ce sens de la centriste Elisabeth Doineau, contre l'avis bien sûr du gouvernement. Un amendement qui met en place une hausse de 0,7 points de la TVA plutôt qu'une hausse de la CSG. Et aujourd'hui, eh bien, les sénateurs se penchent sur l'article 8. Alors l'article 8, il transforme le CICE en baisse de charges pérennes pour les entreprises et ce dès 2019. Une mesure pragmatique, une question d'efficacité pour l'emploi en France. Comme l'a expliqué il y a quelques instants à la tribune Martin Lévrier pour La République En Marche. Il est cohérent de réguler ce mécanisme. Le gouvernement priorise une baisse du coût du travail en France. Ajoute Daniel Chassain pour les indépendants. Opinion contraire, bien sûr,
pour la gauche et l'extrême gauche qui ont déposé plusieurs amendements de suppression de ce dispositif imaginé donc à l'article 8, des amendements qui n'ont pas été adoptés. Puis autre moment qu'il faudra suivre, autre moment intéressant de la discussion cet après-midi, l'article 11 qui modifie le dispositif de suppression du régime social des indépendants, le RSI, et de son rattachement au régime général pour au mieux répondre aux inquiétudes des travailleurs indépendants. Voilà donc Jérôme pour l'examen de ce PLFSS cet après-midi dans l'hémicycle. Merci Saveria. Autre point qui fera débat dans l'examen de ce projet de loi, l'extension de l'obligation vaccinale. Le gouvernement veut faire passer de 3 à 11 le nombre de vaccins obligatoires. Avant de débattre de ce sujet avec mes invités, le rappel des faits par Florine Constant. Diphtérie, tétanos, poliomyélite, 3 vaccins étaient jusqu'à maintenant obligatoires. À partir de janvier 2018, la liste s'allonge à 11. Une décision ferme qui vise à rendre la couverture vaccinale optimale. Selon la ministre de la Santé, en France, 15% des enfants ne seraient pas encore vaccinés. Cette nouvelle politique vaccinale est donc jugée indispensable pour le président de la Commission des Affaires sociales. L'année passée, il y a une gamine de 16 ans qui est morte de rougeole à Marseille. Je regrette, c'est lamentable et ça n'est pas normal. Les anti-vaccins, eux, ne l'entendent pas de cette oreille. La contestation s'est récemment organisée sur Internet avec entre autres des pétitions. Selon une étude de 2016, 41% des Français sont méfiants à l'égard des vaccins. 17% doutent même de leur efficacité, un record mondial. Une méfiance qui a même augmenté ces 10 dernières années. En cause, les nombreux scandales sanitaires qui ont éclaboussé le pays. Mais aussi les effets secondaires pointés du doigt par plusieurs patients. En ligne de mire notamment l'adjuvant à base d'aluminium utilisé dans la composition des vaccins. Autre argument contre cette obligation vaccinale, le poids des lobbies pharmaceutiques dans la décision gouvernementale. Le Conseil d'État a fait une injonction au gouvernement de mettre sur le marché les seuls vaccins obligatoires que sont le DTP. Et ça, dans la mesure où les industriels ne le produisent plus, c'était impossible. Donc il fallait trancher, soit supprimer complètement l'obligation, soit effectivement faire ce qui a été décidé, de rendre obligatoire tous ces vaccins. Le gouvernement précise qu'il n'y aura pas de sanctions pénales contre ceux qui ne respecteraient pas l'obligation. En revanche, pas d'école ni de crèche pour les enfants non vaccinés. Et on ouvre le premier débat de Sénat 360 avec mes invités. Michel Amiel, sénateur La République En Marche des Bouches-du-Rhône. Face à vous, Olivier Saint-Lary, médecin généraliste et maître de conférence à l'université Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. René-Paul Savary, sénateur Les Républicains de la Marne et médecin également. Frédéric Bizard, économiste de la santé. Et enfin, Odile Lenné, coordinatrice du Réseau national de recherche clinique en vaccinologie Cochin-Pasteur. Merci à tous de votre présence. Alors c'est une extension de l'obligation vaccinale qui fait débat dans la société, mais messieurs, les parlementaires, qui fait l'objet d'un large consensus. Michel Amiel, au Sénat. Oui, ça fait l'objet d'un large consensus parce que, disons le mot-clé, le rapport bénéfice-risque qu'on utilise toujours en santé, en particulier en santé publique, est très en faveur du bénéfice. Comme le rappelait le président de la Commission des Affaires sociales, il est quand même complètement stupide aujourd'hui de mourir de maladies que l'on peut éviter. On va en prendre une en particulier, la méningite à Haemophilus a pratiquement disparu depuis qu'on a généralisé le vaccin. C'est un exemple parmi d'autres. Alors après, se pose le problème de la liberté individuelle, ce à quoi je vais répondre qu'aujourd'hui, il y a effectivement la liberté individuelle de faire ce que l'on veut, mais si le vaccin protège de façon effectivement individuelle, il protège également les populations en diminuant la transmission au sein de la population. Autant d'arguments qui me paraissent très très en faveur de l'obligation vaccinale. Obligation parce que tout simplement, si on laisse le libre choix, on sait que les choses ne marchent pas. Je vais prendre la comparaison, elle n'a rien de trivial, c'est celle de la ceinture de sécurité. La ceinture de sécurité protège la personne et là, à la limite, elle ne protège que la personne. Quand on vaccine, on protège la personne et la population. René-Paul Savary, ce consensus parlementaire, vous êtes aussi médecin, mais ce consensus parlementaire, il est très large et il n'y a pas d'opposants virulents au sein du Parlement à cette extension. Si, il y a des gens qui sont
pas forcément virulents, mais qui sont opposants, on peut le comprendre. C'est quand même le constat, quand on rend obligatoire les choses, d'un échec de politique publique en ce qui concerne la santé. Il faut être clair quand même. Normalement, si nous avions fait les concertations nécessaires, nous aurions convaincu certes les personnes susceptibles d'être vaccinées, mais également les médecins. Et on sait bien que dans la médecine générale, tous ne sont pas convaincus de l'utilité de la vaccination. Une fois qu'on a dit ça, il faut être face à un constat, c'est qu'on voit des maladies qu'on ne voyait plus. Moi, j'ai exercé très longtemps. Il y a 35 ans, je voyais des rougeoles. Après, j'en ai plus vu du tout de rougeoles. Et maintenant, on en revoit. Il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut prendre ses responsabilités. Et la responsabilité, à la fois pour les personnes qui vont être vaccinées, mais pour l'ensemble de la population, pour réduire ces épidémies, c'est bien de vacciner les gens. C'est la raison pour laquelle je soutiens le courage du ministre de la Santé d'imposer, dans les situations que je viens d'expliquer, la vaccination. Consensus parlementaire, mais en revanche, dans la communauté scientifique, des divisions se font jour. Olivier Saint-Lary, les universitaires de médecine générale prennent position contre cette extension d'obligation. Pour vous, la question, c'est pas l'utilité ou non des vaccins, mais c'est on n'est pas obligé d'imposer pour mieux couvrir la population. Exactement. Je rejoins complètement ce qui a été dit par les deux intervenants précédents, c'est-à-dire qu'on est tout scientifique qui se respecte ne peut pas remettre en doute la balance bénéfice-risque des vaccins. Et elle est très largement favorable et là-dessus nous sommes tous d'accord et l'objectif c'est d'améliorer la couverture vaccinale. Après la question c'est par quels moyens. Et il nous semble que l'obligation est une fausse bonne idée. Elle peut faire sens dans un premier temps, mais lorsqu'on réfléchit aux conséquences de cette obligation, elle est en réalité contre-productive. Elle est d'abord peu efficace, voire pas efficace. Et il y a un rapport du CNRS qui date de 2004, qui a été publié sur une approche socio-historique de l'obligation vaccinale, et qui montre bien que cette obligation a une efficacité très marginale, voire inefficace. Ça a été fait à de multiples reprises en Angleterre, en France, et on sait que ça marche mal. Et surtout, ça fait le lit des lobbies, pour ne pas dire plus, anti-vaccins, qui se nourrissent de cette obligation pour se développer. Et l'histoire nous apprend que, en fait, les mouvements anti-vaccinaux sont nés de cette obligation en Angleterre et ont explosé suite à différentes campagnes d'obligation vaccinale au travers du 19e et du 20e siècle. Donc ça nous paraît relativement contre-productif et en plus, cela porte atteinte au principe d'autonomie qui est quand même un des fondements de notre démocratie sanitaire, de la loi du 4 mars 2002, et qui a été un progrès formidable pour évoluer du paternalisme vers une forme de relation qui soit centrée sur le patient. Et cette obligation vaccinale, elle sacrifie cette autonomie, elle sacrifie la liberté, enfin, une partie des libertés de chacun sur l'autel de l'hygiénisme et de la santé publique. Jérôme Bizard, vous êtes économiste de la santé et vous dites que l'obligation, c'est un aveu de faiblesse de l'État en matière de politique de santé. Finalement, on fait ça parce qu'on n'a pas réussi à convaincre la population. Mais pourquoi est-ce qu'on n'interdirait pas finalement tout ce qui est mauvais pour la santé et on n'obligerait pas tout ce qui est bon pour la santé? Finalement, ça serait une bonne politique de santé publique, puisque c'est ce qu'on veut. Interdisons l'alcool, le tabac, et allons vers une société hygiéniste qui fasse que tout le monde serait... Donc, c'est un petit peu le tendance. Non, tout ça me paraît pas très sérieux. Personne, en tout cas ici, ne remet en cause l'importance de la vaccination. Il est faux de dire que la situation en matière de vaccination est catastrophique en France. Elle est insuffisante pour la rougeole et pour la méningocoque de type C. Pour le reste, on est au niveau qui est estimé suffisant, 95% de vaccination. Ce qui, d'ailleurs, va à l'encontre d'obliger pour 11 vaccins. Ça a été dit, la raison pour laquelle il faut le faire, décision du Conseil d'État, mais rien ne justifie d'obliger, d'étendre l'obligation vaccinale à 11 vaccins. Pourquoi est-ce qu'on a une insuffisance au pays de Pasteur de couverture vaccinale? À mon avis, il y a deux explications. La première qui a été dite, c'est qu'on a un échec de politique de santé publique. On a une excellente politique curative, historique, mais on a toujours abandonné en matière de politique publique. On n'a jamais considéré que le maintien en bonne santé des personnes était un objectif politique. Bien, il faut en faire un objectif politique. La vaccination rentre dans cette phase-là. Et puis, il y a un deuxième échec, à mon avis, qui est
assez facile à corriger, c'est qu'on a quelque part démédicalisé l'acte vaccinal. La vaccination, pas de faire la piqûre, mais c'est un acte médical proprement dit. On a finalement donné la vaccination aux pharmaciens, aux infirmières, très bien en ce qui concerne, encore une fois, l'acte de vacciner, la piqûre proprement dit. Mais je pense qu'il faut faire comme les Allemands ont fait, c'est-à-dire obliger, pour ceux qui ne veulent pas se vacciner, à avoir une consultation médicale par an autour de la vaccination, sans quoi on peut aller vers des sanctions ou vers des choses. Donc il faut passer en effet par la conviction. Responsabiliser. Mais oui, mais parce que la santé publique, c'est l'affaire avant tout des individus. Vous pensez que l'État va transformer les individus en des individus parfaits pour leur santé? Non, c'est par l'éducation, par l'incitation qu'il faut le faire. Odile Lenné, pour vous, on a entendu, la France est plutôt bien couverte en termes de vaccins, même sans cette obligation élargie. Mais il y a quand même un risque d'extension de certaines maladies, pour certaines qu'on croyait disparues. Le problème qu'on a en France, c'est qu'on avait des vaccins historiquement obligatoires, diphtérie, tétanos, polio, et puis les 8 vaccins qui vont être ajoutés dans les obligations, qui étaient des vaccins qui n'étaient entre guillemets que recommandés. Et donc, c'est vrai que d'avoir d'un côté des vaccins obligatoires et d'autres des vaccins recommandés, ça pouvait laisser penser pour la population générale, mais aussi finalement pour les professionnels de santé, qu'il y avait des vaccins plus importants que d'autres, plus indispensables que d'autres. Et donc, on ne pouvait pas rester dans cette situation avec, finalement, 2 statuts différents. D'autant plus que, comme on l'a rappelé, le Conseil d'État s'est positionné en disant on ne peut pas avoir des vaccins obligatoires qui ne sont pas disponibles en tant que tels, et donc il faut trouver une solution. La solution, elle pouvait être que les industriels refabriquent des vaccins, les 3 vaccins obligatoires, ce qui n'est absolument pas envisageable. Et donc, il y avait la possibilité soit de supprimer complètement les obligations, soit d'élargir les obligations à l'ensemble des vaccins qui sont aujourd'hui recommandés dans la petite enfance. C'est ce qui a été discuté au moment de la concertation citoyenne. Hein. C'est pas sorti comme ça d'un chapeau. Ça a été le fruit d'un long processus de réflexion. Et les études qui ont été menées ont laissé penser que si on supprimait les obligations, ce qui, à titre personnel, était sûrement plus satisfaisant. C'est vrai qu'on n'est pas tout à fait à l'aise avec une obligation. On aimerait mieux que les gens se vaccinent spontanément. Mais les études qui ont été réalisées ont montré que si on supprimait ces obligations, les couvertures vaccinales qui aujourd'hui étaient correctes pour ces vaccins, et qui sont de 95%, ce n'est pas un taux comme ça qui est sorti d'un chapeau, c'est ce que l'OMS recommande, risquaient de baisser d'au moins 10%. Et on sait que si on est à 85%, eh bien là, on n'est plus du tout à l'abri, et on n'est plus à l'abri même de voir revenir des maladies qui ont disparu. La diphtérie, c'est une maladie qui a complètement disparu. On a eu des épidémies de diphtérie dans les pays d'ex-Union soviétique ou au Maghreb, au moment où la désorganisation politique fait que les vaccins n'étaient pas suffisamment administrés. Donc c'est finalement une situation où je pense que notre ministre, comme vous l'avez dit, est courageuse, parce que ce n'est pas tellement facile d'aller proposer d'étendre les obligations, mais je crois qu'on n'avait pas le choix. Et en tous les cas, nous, en tant qu'infectiologues, et moi je représente ici la Société de pathologie infectieuse de langue française, on soutient cette proposition parce qu'il nous semble que c'est la meilleure, même si elle n'est pas forcément optimale. Michel Amiel, on a entendu Jérôme Bizard dire que c'est un problème de santé, du système de santé publique en France. Finalement, on a failli, donc on en arrive là. Alors, faillir est peut-être exagéré, mais là où je rejoins M. Bizard, c'est qu'effectivement, nous sommes en retard en matière de prévention. Et d'ailleurs, dans le PLFSS 2018 qui est en cours de discussion, la ministre, dans plusieurs articles, met en avant le côté capital de développer la médecine préventive. La bonne maladie, c'est celle qu'on n'aura pas. Et s'il y a bien un domaine qui relève de la prévention, c'est bien celui de la vaccination. Alors, je rejoins Mme Launay, on aurait préféré que les gens adhèrent. Et d'ailleurs, ça me permet de dire que, obligation ou pas obligation, il faudra communiquer par des campagnes au niveau national, mais la meilleure communication de très loin, c'est la communication qu'apporte le généraliste, ou là en l'occurrence le pédiatre, puisqu'il s'agit de jeunes enfants, dans l'opportunité de faire ce type de vaccin. On est en retard en matière de médecine préventive, et ce retard, on s'efforce de le combler. René-Paul Savary, sur cette question, le rôle des médecins, c'est aussi eux qu'il va falloir convaincre, ça doit être les relais finalement des politiques de santé qui finalement accompagnent les usagers. On ne fait pas de santé sans médecin quand même.
Hein, mais vous avez dit vous-même qu'il y en avait certains qui étaient sceptiques. Si on faisait de la santé sans malade. Bon, donc je crois que là-dessus, c'est important. Oui. Et pourquoi certains sont sceptiques? C'est parce qu'il n'y a pas eu les informations qui ont été bien distillées au fur et à mesure du temps. On a méprisé l'action du médecin généraliste. On l'a vu d'ailleurs, faut le dire, avec l'épidémie H1N1, là, où on a mis de côté les médecins généralistes. Preuve en est, ça n'a pas marché. Ils sont au cœur du dispositif. Dans les textes, mais aussi dans la réalité du terrain. C'est là qu'il y a un certain nombre d'actions qui doivent être faites pour qu'ils soient convaincus que ces risques reviennent. Or, ils ne le voient pas forcément partout. C'est un peu la difficulté du système. Et qu'ils arrivent à convaincre leurs patients, ou en tout cas futurs patients, puisque là, on est dans un acte de prévention, que les risques infectieux ne sont pas négligés et qui peuvent devenir dramatiques et même mortels. Donc on voit bien qu'on est simplement à un stade d'éducation dans la prévention, alors qu'on parle maintenant régulièrement de médecine prédictive. Donc on a un retard terrible à combler, et malheureusement, parfois, il faut prendre des mesures qui ne sont pas forcément celles qu'on aurait voulu prendre, mais qui doivent être, au titre véritablement des drames qu'on commence à revoir, des mesures maintenant obligatoires. Olivier Salary, on a entendu dans le sujet la défiance envers les vaccins augmente dans la population française. Comment on peut travailler sur cet aspect, finalement, pour que les gens soient convaincus? Je pense qu'il y a un premier point important, c'est je réalise que je n'ai pas respecté la loi jusqu'à présent, je n'ai pas déclaré mes liens d'intérêt, et il se trouve que j'en ai pas avec l'industrie pharmaceutique, et que pourtant, je défends ardemment la vaccination. Voilà. Donc ça me paraît déjà un premier point important. Ensuite, par rapport à ce qui a été dit, je voudrais préciser deux ou trois petits aspects. Le premier, c'est que effectivement, un des arguments forts pour dire il faut rendre obligatoire la vaccination, c'est une enquête d'opinion qui, vous l'avez cité, nous dit les médecins généralistes et les patients, si jamais il n'y avait pas cette obligation, ils se vaccineraient moins. Mais je suis désolé, il faut rentrer un tout petit peu dans le détail et dans la méthode. C'est une enquête qu'on a faite où on a interrogé les gens et on leur a dit est-ce que si jamais il n'y avait plus d'obligation vaccinale, vous vaccineriez quand même, vous pensez qu'on pourrait vacciner moins les enfants? Évidemment qu'on va répondre oui, c'est assez naturel, parce que ce type d'enquête, lorsqu'elles sont posées comme ça, elles induisent souvent les réponses. Si jamais la question qui avait été posée était est-ce que vous pensez qu'une meilleure pédagogie, une incitation, une prise en charge à 100% des vaccins permettrait d'améliorer la couverture vaccinale, même en supprimant l'obligation? On n'a pas la réponse à cette question, mais j'imagine que la réponse aurait été toute différente. Et puis par rapport au rapport Fischer, là aussi, je pense qu'il faut rentrer dans le détail, parce que c'est important. Il y avait deux groupes qui étaient constitués dans le rapport Fischer, dans la concertation citoyenne dont vous avez parlé. Dans cette concertation citoyenne, il y avait un groupe de professionnels de santé et un groupe d'usagers de santé. La méthode a été très bien menée et chaque groupe s'est exprimé. Le groupe des professionnels de santé, ils avaient deux possibilités, parce qu'il fallait harmoniser, on ne pouvait pas rester sur le statut dont on a parlé, de 3 vaccins obligatoires et les autres uniquement recommandés. Le groupe des professionnels a dit on lève l'obligation, c'est la meilleure des solutions. Le groupe des usagers de santé a dit on n'arrive pas à se prononcer, on est partagé. Et la synthèse du rapport, par je ne sais pas quel miracle, termine en disant il faut rendre obligatoire les vaccins, mais avec la clause d'exemption qui a été balayée, parce qu'on se dit devant une telle crise sanitaire, on ne peut pas se permettre que certains parents disent non mais finalement moi je ne veux pas, parce que soit il y a une crise, et à ce moment-là il y a une obligation, soit il n'y a pas de crise et il n'y a pas d'obligation. Je rappelle là aussi les chiffres qui sont souvent têtus. Dans le petit sujet qui a été présenté, effectivement, il y a un mort récemment de la rougeole. C'est inadmissible, je le partage. À chaque fois, à titre individuel, un mort qu'on pourrait éviter est inadmissible. Mais les chiffres globaux, les décès par la rougeole, c'est en moyenne 1 mort par an. Les encéphalites sévères, c'est 3 par an à peu près. Je rappelle que les gens qui meurent de la foudre, foudroyés comme ça dans la rue, c'est entre 10 et 20 par an. Je rappelle que les morts du tabac, c'est 80 000 par an. Je rappelle que les personnes séropositives qui s'ignorent et dont il y a un risque de contamination pour les autres, c'est 25 000. Et je parle du tabac et je parle de la séropositivité parce que là aussi, il y a un risque collectif. Et si on rentre dans cette faille de l'obligation, eh ben, qu'est-ce qui nous empêchera d'interdire la cigarette, d'interdire l'alcool, d'obliger le dépistage du VIH avec injonction de soins le cas échéant. Donc on voit bien que c'est un chemin qui ouvre des portes dangereuses, qu'on ne souhaiterait pas voir peut-être aboutir sur des choses... Voilà. Michel Amiel, sur cette confiance des citoyens, il y a aussi des scandales sanitaires. Il y a eu une époque où on vaccinait tout le monde au collège contre l'hépatite B et il y avait eu des problèmes. Donc c'est ça aussi qui a nourri cette défiance ?
Oui, alors paradoxalement... Mais comment rassurer les gens du coup? Communication, éducation à la santé. Je reviens à ce qu'on évoquait tout à l'heure, la prévention, c'est le dépistage, c'est l'éducation à la santé. Aujourd'hui, on ne doit pas laisser, je vais employer un terme un peu fort, des marchands de peur dire que les vaccins sont dangereux. Je rappelle quand même que tout acte médical, et vous aviez raison tout à l'heure de dire que c'est un acte médical, tout acte médical présente un risque potentiel. Je rappelle, c'est le rapport bénéfice-risque, et ça me paraît quand même important de le répéter inlassablement auprès de nos patients. Vous mettiez en parallèle, et vous avez raison, d'autres risques dans d'autres pathologies. Alors, il n'y a pas de vaccin contre la foudre. Il y aura peut-être demain un vaccin contre le sida. Qu'est-ce qu'on fera à ce moment-là? Posons-nous les bonnes questions. Oui. Jérôme Bizard. Oui, vous m'avez rebaptisé, mais c'est Frédéric Bizard. Frédéric, pardon, excusez-moi. Je ne fais pas de Jérôme dans la famille. Alors, moi, là où j'ai du mal à être convaincu, encore une fois, on est tous d'accord qu'il faut remonter le taux de vaccination au moins dans 2 pathologies. C'est finalement, quelle est la durabilité de cette politique et l'efficacité de cette politique? C'est, pour moi, considérer justement qu'on ne croit pas à une politique de prévention. Puisqu'une politique de prévention, c'est une politique de responsabilisation individuelle des individus et de protection collective par des politiques de santé publique. Donc finalement, comme on n'y croit pas, on essaie d'y aller par la coercition. On met le paquet de cigarettes à 10 € et on met disons au moins, ils n'auront plus les moyens pour payer pour une partie d'entre eux. Donc au moins, et puis ceux qui seront encore addicts, tant pis, on leur enlèvera une partie des revenus et puis on oblige la vaccination. Ça, j'ai du mal à percevoir que se dire, et j'entends là, c'est peut-être pas une bonne solution, mais c'est la moins mauvaise. Non, on a le droit de prendre des bonnes solutions durables. Hein. Donc si on n'y croit pas, je pense qu'on ne peut pas... Une chose qu'on peut, je pense, regretter, c'est que, pourquoi pas l'obligation vaccinale, mais au moins que ça soit accompagné par un arsenal de mesures qui fassent en sorte que... Parce que le problème de fond, c'est pas le taux de vaccination. Le problème de fond, c'est la chute des bonnes opinions sur les vaccins, pour utiliser une... On est passé de 90% de bonnes opinions en 2005 à autour de 50% aujourd'hui. Ça, c'est le cœur du problème. Est-ce que l'obligation vaccinale va re-rendre populaire le vaccin? Il faudra m'expliquer comment est-ce qu'on fait cette corrélation-là. Moi, je ne la vois pas. Voire ça peut continuer à faire, on m'oblige parce que peut-être que c'est pas très bon, donc on m'oblige à vacciner mon enfant. Donc je crois que... Et je ne vois pas de mesures autour, mais ce n'est pas une critique pour là, peut-être qu'elles n'ont pas encore été prononcées, de la même, comme pour le tabac. Est-ce que, oui, il y a une corrélation entre la hausse du prix et la baisse du tabac, mais ce n'est certainement pas le seul critère sur lequel il faut agir. Donc, vous voyez, c'est ça. Je pense qu'il faut soit on a une vraie politique de santé publique, et pourquoi pas l'obligation vaccinale. Mais penser que par l'obligation vaccinale, on réglera le problème de la sous-vaccination, honnêtement, j'ai du mal à y croire. Olivier Saint-Lary, sur ce point. Oui, juste dire un mot, parce que cette obligation vaccinale, là où je rejoins beaucoup ce qui a été dit, c'est-à-dire que l'important, ça va être les moyens qui vont être mis avec. L'important, ça va être de communiquer. Ça va être éventuellement de rembourser à 100% par l'assurance maladie les vaccins. C'est assez confusiogène d'imposer et en même temps, pour l'instant, les mutuelles sont toujours dedans. Les gens sans mutuelle, il va peut-être y avoir des solutions, mais c'est encore assez flou. Donc je pense que si on veut avoir une cohérence, il faut que les mesures aillent dans le même sens. Mais si on impose, ce qui est quand même très gênant, c'est qu'on fait de l'enfant, il subit la double peine de la vaccination, enfin de la non-vaccination. C'est-à-dire que, d'une part, il ne va pas être couvert parce que ses parents ont décidé qu'il n'allait pas être couvert par les vaccins, et d'autre part, il va être rejeté, exclu de l'école républicaine parce que ses parents ont décidé de ne pas le vacciner. Or, l'enfant, il n'a rien demandé à personne, et ça me semble, de ce point de vue-là, une mesure assez injuste. Voilà. Odile Launay, il y a un manque de continuité aussi de l'État. Il y a eu des périodes. En 2007, on a arrêté de rendre le BCG obligatoire. Maintenant, il va le revenir. Il y a des allers-retours. Du coup, comment la population peut s'y retrouver? Il y a un manque de cohérence dans les politiques publiques. Je ne pense pas qu'on puisse dire ça. Le BCG, c'est un bon exemple, puisqu'en fait, le BCG était obligatoire. Et en fait, l'obligation a été suspendue parce que les données épidémiologiques ont montré que les risques de tuberculose étaient plus faibles. Et que du coup, le bénéfice-risque n'était pas forcément en faveur du bénéfice, et qu'on a continué à recommander ce vaccin dans les populations. Non, il ne va pas être obligatoire. C'est un vaccin qui est très fortement recommandé dans les zones géographiques françaises, en particulier l'Île-de-France ou la Guyane, où le risque de tuberculose est important. Donc je crois que c'est un bon exemple qui prend bien en compte le fait que
on réévalue le bénéfice-risque des vaccins et qu'on peut, dans une situation où on pense que finalement le risque est moins important que ce qu'il a été, on peut revenir en arrière. Je voudrais revenir sur ce que vous avez dit sur finalement ce qui doit accompagner l'obligation. Je partage complètement ça. Et si on revient aux recommandations de la concertation citoyenne, l'obligation n'était pas la seule mesure. L'obligation était une mesure, finalement, c'est celle dont on parle beaucoup aujourd'hui, mais il y avait plein d'autres mesures. Il y avait en particulier la mise à disposition gratuite des vaccins, il y avait des mesures concernant la plus grande facilité d'accès, le circuit du malade, parce qu'aujourd'hui, il faut prescrire le vaccin, il faut que les patients aillent chercher leur vaccin, il faut qu'ils reviennent voir leur médecin. Donc, faciliter le circuit du médicament, voire pour certains médecins qui le demandent, mettre à disposition chez les médecins le vaccin. Il y a plein de pays qui font ça et ça marche très bien. Et les médecins l'avaient demandé, par exemple, au moment de 2009, de la grippe pandémique. Donc ça, c'est une possibilité. Il y a tout ce qui concerne la formation. Aujourd'hui, quand on regarde, et nous, on avait fait une étude auprès des étudiants en médecine, le nombre d'heures consacrées à la prévention en général et aux vaccins en particulier est en France vraiment extrêmement peu important. Et comparé à d'autres pays, on est vraiment très 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 en retard, à la fois dans la formation, mais aussi dans le budget de la santé concernant la prévention. Donc toutes ces mesures, en fait, elles doivent accompagner cette obligation. Cette obligation, moi, je l'avais... Enfin, pour moi, c'est juste une mesure transitoire, un peu d'urgence, mais si c'est tout seul, je rejoins tout à fait votre opinion, si c'est tout seul, ça ne marchera pas. Hein. Michel Amiel, il faut faire plus, mais finalement, le budget de la sécurité sociale que vous allez voter, il ne va pas non plus être augmenté pour autant, pour finalement accompagner toutes ces mesures. Oui, enfin, mis à part la prise en charge éventuelle à 100% de la vaccination, le problème n'est pas financier. Je crois que finalement, en gros, on est tous d'accord autour de cette table. Est-ce qu'il est opportun de prendre tout de suite une mesure d'obligation ? Bon, moi je le pense pour les raisons que Mme Launay vient de dire, mais en même temps, ça ne sera pas efficace si ça ne s'accompagne pas d'une véritable politique de prévention et d'explication, de communication sur l'acte vaccinal. Je dis bien l'acte vaccinal. René-Paul Savary ? Moi, je crois que ce qu'il faut voir aussi, c'est peut-être le reste à charge. Il faut quand même qu'il y ait une participation, une volonté, et que c'était un reste à charge nul, ça simplifiera. Mais il faut du temps. On prend l'exemple du tabac. Moi, je me rappelle quand je voulais inciter des gens à arrêter de travailler, je peux vous dire que j'ai passé du temps, quoi. De fumer ? Non. Arrêtez de fumer, oui. Pardon. Arrêtez de travailler. Excusez-moi. Moi, il faut que j'arrête peut-être. Arrêtez de fumer. Ça prenait du temps d'explication, etc., dans un certain contexte. Et à un moment, c'est faisable. Là, l'approche doit être identique. Et je partage le fait qu'il faut une consultation d'approche de ce qu'est l'acte vaccinal. Donc, ce que l'on pourra proposer, d'ailleurs, puisque le texte n'est pas toujours passé, et on le dira... en discussion quand ça viendra, de faire en sorte qu'il y ait des mesures d'accompagnement qui soient prises par rapport à l'acte, le principe de l'acte obligatoire. Frédéric Bizat. Juste lorsqu'on travaille un peu sur les nouveaux modèles sociaux adaptés aux nouveaux risques d'aujourd'hui, prenez le travail, on sait qu'il faut passer d'une logique de consommation à une logique d'investissement. Et ça, en santé, pour le moment, on n'en parle pas du tout. La vote des PLFSS, c'est comment je fais 3,5 milliards d'économies depuis 10 ans. On fait ça, et où est-ce qu'on rabote pour le chose. Donc, il faut sortir de cette logique-là de dépenses pour se dire où est-ce qu'il faut que j'investisse pour moins dépenser demain. Et alors, on est tous d'accord, il faut investir sur la prévention. Mais la prévention, c'est pas de la com. La prévention, c'est un investissement qui doit être fait. C'est une approche interministérielle qui est aujourd'hui monoministérielle, mais c'est aussi un investissement pour le futur. Et très honnêtement, depuis 10 ans, on voit pas du tout une stratégie d'investissement en amont. Comme il faut investir dans la formation professionnelle pour éviter que les gens soient au chômage, il faut investir dans le maintien en bonne santé pour éviter que les gens soient malades. On a entendu que ça serait dans le cadre d'une politique globale, finalement, qu'il pourrait y avoir une acceptation de cette extension vaccinale. Merci à vous d'avoir participé à ce débat. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, vient d'être auditionné au Sénat. Il défend le budget consacré à l'éducation par le gouvernement et ses priorités, comme le dédoublement des classes de CP. On écoute un extrait sélectionné par Alexandre Poussard. C'est évidemment le sens de la mesure phare, qui n'est pas la seule, mais qui est la pointe avancée d'une politique générale de la lutte contre les inégalités par la qualité pédagogique. Et c'est le dédoublement donc des classes de cours préparatoires et de CE1 dans l'éducation prioritaire. Nous avons commencé, donc, comme vous le savez, par les CP en REP+, avec 2500 classes dédoublées. J'étais hier encore dans l'Académie de Reims pour voir les premières réussites et les premiers résultats de ces classes,
avec pour l'instant une grande satisfaction des acteurs. Nous comptons atteindre 6000 classes à la rentrée scolaire 2018, puisque à la rentrée scolaire 2018, nous dédoublons les classes de CP aussi en REP, ce qui s'ajoute donc au CP de REP+, et nous dédoublons aussi les CE1 de REP+, et à la rentrée 2019, nous dédoublerons les CE1 de REP. Nous nous donnons les moyens de cette ambition pour l'enseignement primaire, grâce à la création de 3900 postes dans le premier degré, à la prochaine rentrée scolaire. Alors que le Sénat entame l'examen des projets de loi de finances pour 2018, les sénateurs, les Républicains, ont présenté aujourd'hui leur contre-proposition au texte de l'Assemblée. Pour eux, pas question d'augmenter la CSG pour les retraités ou de supprimer la taxe d'habitation. Clément Perbaud. En convoquant la presse pour exposer ses positions sur le budget, le groupe Les Républicains au Sénat veut s'afficher en patron. Fort de leurs bons résultats au sénatorial, les sénateurs emmenés par Bruno Retailleau veulent peser de tout leur poids sur la réponse du Sénat aux réformes du gouvernement. Et ce, même si certaines dissensions sont apparues sur le sujet ce mardi avec les centristes. Ce travail-là, on le fait dans le cadre d'une majorité, les Républicains et puis les centristes, mais c'est normal qu'on a, pour ce qui nous concerne, nous, une responsabilité, puisque nous sommes le groupe central, si j'ose dire, le plus important au Sénat. Sur le projet de loi de finances pour 2018, les Républicains concentrent leurs attaques sur deux réformes. D'abord, l'instauration de l'impôt sur la fortune immobilière prévue dans le cadre de la réforme de l'ISF. Ensuite, la suppression de la taxe d'habitation, accusée de créer des inégalités entre les collectivités locales. Dans certaines communes, vous n'aurez, si la réforme a été votée, qu'un contribuable qui paie la taxe d'habitation. Et dans plus de 7000 communes en France, vous aurez moins de 5 contribuables. Donc vous imaginez la différence de situation entre des communes riches qui auront encore un pouvoir de taux et des communes pauvres où, de fait, il n'y aura plus de contribuables. Le budget de la sécurité sociale est également décortiqué par les sénateurs Les Républicains. Un point majeur de désaccord apparaît, l'augmentation de la CSG de 1,7 point pour de nombreux retraités. Une réforme déjà refusée hier par le Sénat et que les Républicains veulent remplacer par une hausse de la TVA à taux normal. On demande aux retraités de payer pour l'assurance maladie, ce qu'ils ont déjà fait toute leur vie, en cotisant et en travaillant. Donc on leur demande de payer 2 fois. La première lecture au Sénat du projet de loi global de finances est prévue pour le 23 novembre. Vous avez la parole. Une large part de Français ignorent leurs droits en matière d'accès aux aides sociales. C'est le constat d'une étude sur le sujet qui vous est présentée par Florine Constant. Perte d'autonomie, aide à la parentalité, une personne sur 3 ne perçoit pas les aides sociales auxquelles elle a le droit. Un chiffre édifiant mis en avant par une enquête commanditée par la Fédération nationale des soins à la personne, ADES à domicile. Principale raison, le manque d'information. Un Français sur 2 ne connaîtrait pas ses droits. Autre frein, 23% des bénéficiaires feraient appel à des proches pour les aider, 16% seraient rebutés par la complexité administrative et 16 autres % trouveraient le reste à charge trop élevé pour une aide à domicile. Autre raison évoquée, la réticence à ouvrir sa sphère privée ou encore la méfiance envers l'administration. Parmi les aides les moins demandées, les aides familiales. Les aides pour le handicap sont quant à elles mieux connues. Avec ce rapport, ADES à domicile souhaite souligner l'opacité du système et demande à la ministre de la Santé des mesures afin que les caisses d'allocation familiale communiquent clairement sur les aides sociales disponibles. La méconnaissance des droits en matière d'aide sociale, c'est l'objet de notre face-à-face du jour. Saveria Rojek interroge Hugues Vidor, directeur général d'ADES à domicile. Bonjour Hugues Vidor. Bonjour. Alors, le principal enseignement de cette enquête, c'est bien qu'une personne sur 3 en France aurait droit à des prestations et ne le sait pas. Elles ne sont pas réclamées. Comment une telle situation est-elle possible? On a du mal à le croire. Ben oui, c'est tout à fait consternant et c'est ce que révèle cette étude de façon assez spectaculaire et ça nous a d'ailleurs tout à fait étonnés puisque une personne sur 3 qui est éligible n'accède pas à ses droits et la raison principale, et pour 50% d'entre elles, c'est pour un déficit d'information et de communication. Alors les chiffres sont effarants, hein. On a dit une personne sur 3. Si on regarde tous les dispositifs confondus, 49% des personnes éligibles, c'est-à-dire une personne sur 2 éligible à une aide, on ignore tout simplement l'existence.
Absolument, et c'est ça qui nous scandalise le plus, d'une certaine manière, puisque ça pose dans notre pays un problème d'équité, un problème d'accès aux droits. Les députés, notre Parlement, le gouvernement a souhaité qu'on s'inscrive dans une politique de solidarité, notamment à travers des prestations comme l'allocation personnalisée d'autonomie, ou celles qui sont délivrées par les caisses d'allocation familiale. Et on s'aperçoit que le système ne fonctionne pas et qu'il n'est pas efficient. Et c'est une grande révélation de cette enquête. Donc la principale raison, ce que vous nous dites, la principale raison de ce décrochage, c'est un manque d'information. C'est un manque d'information, absolument. Et nous, ce que nous... Si les gens étaient mieux informés, ils toucheraient ces aides. Bien, alors, il y a plusieurs raisons, au fond, qui président à cette difficulté. La première, c'est la question de la no-communication. Puisque dès lors que vous ne faites pas de démarche pour pouvoir toucher des aides, eh bien, vous ne les avez pas. Ce n'est pas automatique. Et c'est d'ailleurs toute la difficulté en France, c'est que on est dans des considérations qui sont très administratives et dans une approche administrative. C'est-à-dire que pour bénéficier des aides de l'allocation personnalisée d'autonomie ou celle de la caisse d'allocation familiale, eh bien vous devez renseigner un dossier, vous devez rencontrer finalement des agents administratifs dans ce cadre qui ensuite vous octroient ces aides. Et on s'aperçoit que si la première chose, c'est le problème du manque de communication, et puis il y a d'autres éléments, notamment la complexité administrative. Et puis vous expliquez par ailleurs que les gens ont en fait plus facilement recours à d'autres solutions, que ce soit l'entourage par exemple pour la garde d'enfants ou encore l'aide à domicile. Tout à fait, notamment pour les personnes âgées, c'est assez révélateur. Un certain nombre de personnes âgées ou même de situations familiales complexes eh bien, se retournent plutôt vers leur environnement proche plutôt que d'aller solliciter une aide. Alors, on peut considérer dans ce pourcentage que ça relève aussi de choix. Vous avez des personnes âgées en perte d'autonomie qui ne veulent pas que quelqu'un rentre à leur domicile. Donc il y a un problème de communication aussi de ce point de vue-là et de compréhension de notre système. Parce que comprendre qu'une aide à domicile vienne chez vous, c'est pour vous aider au fond. Oui, c'est ça précisément dans l'enquête, hein, c'est très clair. Il y a la défense envers les administrations, mais également la réticence, c'est ce que vous nous dites, la réticence à ouvrir sa sphère privée. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que rentrer chez une personne, comprendre son intimité, ça nécessite un savoir-être au-delà d'un savoir-faire. Et ce savoir-être, il est capital pour permettre qu'il y ait un bon lien de confiance qui s'établisse entre les professionnels. Je rappelle qu'ADESA à domicile rassemble 35 000 professionnels sur l'ensemble du territoire. Et donc offre plus de 300 000 heures d'intervention et près de 300 000 familles. Donc c'est évidemment important de développer un lien de confiance pour que les personnels puissent intervenir à domicile. Justement, hein, cette réticence à ouvrir la sphère privée, la complexité administrative, qu'est-ce que vous préconisez contre ça, justement ? Bien, nous disons d'une façon globale au pouvoir public, au gouvernement, au Premier ministre, au Président de la République, qu'il faut qu'on passe à un autre système. Il faut qu'on demande une efficience et de l'efficacité. Il faut qu'on instaure sur l'ensemble de ces institutions qui sont en situation de gestion de ces prestations, une culture de l'évaluation et une culture de la performance. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, par exemple, pour les caisses d'allocation familiale qui sont en gestion de ces aides familiales sur la parentalité, pour une mère de famille, par exemple, qui attend un enfant ou qui est dans une situation difficile, notamment les familles monoparentales ou les familles nombreuses, ou pour ce qui concerne les aides pour les personnes âgées, eh bien, il faut que les conseils départementaux et les CAF s'engagent à diffuser l'information de façon obligatoire et systématique à l'ensemble des bénéficiaires. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Alors, dans cette enquête, vous allez même plus loin que ce constat dont on vient de parler. Vous l'avez évoqué tout à l'heure, vous dénoncez une certaine même opacité du système d'aide, une opacité destinée à faire des économies, c'est bien ça ? Ça arrange tout le monde, en fait, que ces milliards d'euros ne soient pas finalement dépensés ? Mais vu l'ampleur du dégât, c'est-à-dire qu'au fond, quand on regarde le nombre de non-bénéficiaires ou de non-accès, on peut se poser la question en se disant, est-ce que tout ça, c'est d'une certaine manière pas orchestré ? Parce qu'il n'est pas logique qu'au niveau des caisses d'allocation familiale, on ait un si faible nombre de personnes qui soient au courant. On est, je rappelle, sur 37% de personnes qui sont au courant. Donc, à partir du moment où on est au courant, on peut avoir accès aux aides puisqu'on va faire un dossier, puisqu'on rentre dans une mécanique.
Pour tous les autres, ils passent à côté. En ce qui concerne les conseils départementaux, on est sur une telle complexité. Honnêtement, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que vous avez les autorisations, les agréments. Vous avez sur l'ensemble des départements, autant de situations par département pour l'attribution et le calcul des aides. Je vous donne un seul exemple. Un seul exemple, c'est que le taux de l'APA, qui est quand même important, c'est-à-dire le taux de l'APA par heure. L'APA, c'est l'allocation personnalisée d'autonomie. Il est de 17 à 25 € en fonction du département, ce qui pose un réel problème en termes d'équité territoriale. Il y a des départements où il fait bon, mieux vieillir que d'autres. Donc quand on est sur une exception de la solidarité nationale, ça pose une vraie question. Alors néanmoins, pour pallier à cette situation, à cette fuite d'allocataires, certaines caisses d'allocation familiale réagissent. Par exemple, la CAF de Gironde a lancé depuis quelques mois un appel à ses allocataires perdus. Et là, ça marche, les gens répondent et les gens touchent des allocations. Absolument. Quand il y a une démarche offensive de la part et incitative, c'est-à-dire tout simplement de dire leurs droits aux allocataires, on voit que ça fonctionne et on remercie, on félicite d'une certaine manière la caisse d'allocation familiale de Gironde en se disant c'est l'exemple à suivre. Mais l'exemple à suivre, vous voyez qu'il n'est pas fait partout et donc s'il n'y a pas d'une certaine manière une contrainte de l'État, une contrainte législative ou réglementaire, on n'y arrivera pas. Je souligne au passage que ceux qui bénéficient de l'aide en sont satisfaits. Et ça, c'est un point clé pour nous, c'est-à-dire que l'aide, elle est difficile à avoir, mais une fois que le professionnel intervient à domicile, les bénéficiaires en sont contents. Et très rapidement, ce système de détection des allocataires potentiel va bientôt être généralisé au niveau national. Eh bien, c'est ce que nous demandons. C'est ce que nous demandons, que, à la fois, dès lors qu'une personne, une mère de famille fait une déclaration de grossesse, que immédiatement, elle ait un document qui lui permette d'avoir l'accès, enfin, l'ensemble des informations concernant les aides qu'elle peut obtenir. Très bien. Merci beaucoup. Merci Hugues Vidard d'avoir répondu à la question. Merci. Merci Saveria. Le Sénat peut-il trouver un compromis avec l'exécutif sur la réforme constitutionnelle? Gérard Larcher a réuni ce matin un groupe de travail sur le sujet. Pas d'obstruction de principe, mais des lignes rouges sont tracées. Avant d'en débattre avec mes invités, les enjeux vous sont présentés par Héloïse Grégoire. Gérard Larcher a débuté une série de consultations ce matin sur la réforme institutionnelle. Le président du Sénat a rencontré les présidents de groupe afin d'étudier leurs différents points de vue. Pour l'instant, deux lignes rouges se dessinent, le non-cumul des mandats dans le temps et la baisse du nombre de sénateurs. La baisse du nombre de sénateurs ne devait pas être supportée par les territoires les plus fragiles. Nous sommes une chambre qui représente les territoires. C'est l'article 24 de la Constitution. Par conséquent, il faudra que, si on s'accorde pour la baisse du nombre de sénateurs, il faudra aussi s'accorder sur le mode de désignation des sénateurs et sur la représentation des territoires qui sont fragiles d'un point de vue démographique. Il n'est pas question que cette réforme se fasse sur le dos de cette France périphérique. Pour François Patriat, un compromis peut être trouvé sur la question du non-cumul des mandats dans le temps. Cette limite des emplois dans le temps qui est appliquée aujourd'hui au chef de l'État, puisqu'on ne peut pas faire plus de 2 mandats pour la République, doit s'appliquer peut-être sous une autre forme. En tout cas pas pour les petits mandats locaux, mais enfin pour les grands mandats, à condition, une seule condition, c'est qu'elle s'accompagne d'un véritable statut de l'élu. Le gouvernement reste optimiste pour une réforme de la Constitution courant 2018. Dès la semaine prochaine, Gérard Larcher devrait recevoir une nouvelle fois les présidents de groupe pour au total une dizaine de réunions jusqu'en janvier prochain. On ouvre le second débat de Sénat 360 avec mes invités. Éliane Assassi, présidente du groupe communiste au Sénat. Mathieu Darnaud, sénateur Les Républicains de l'Ardèche. Didier Guillaume, président du groupe socialiste. Hervé Marseille, président du groupe Union centriste. Et Jean-Claude Requier, président du groupe RDSE au Sénat. Madame, messieurs, Gérard Larcher a donc réuni le groupe de travail sur les réformes institutionnelles ce matin. Coup d'envoi de la réforme constitutionnelle. On pensait qu'elle était enterrée avec les sénatoriales et finalement, on va en discuter. Éliane Assassi, qu'est-ce qui vous a été proposé, présenté ce matin ? Un certain nombre de sujets ont été mis sur la table pour cette première réunion de ce matin. Et moi, j'ai quand même un petit regret, puisque le président de la République a fait un certain nombre d'annonces tendant à aller vers la révision de la Constitution.
au motif que les Français et les Françaises exigeaient beaucoup du personnel politique. Et ce que je regrette, c'est que nous travaillons à une possible révision de la Constitution sans qu'il n'y ait un débat public qui s'instaure dans le pays sur des sujets qui, donc, seraient sensibles pour nos concitoyennes et nos concitoyens. C'est ma première remarque. Après, sur les sujets qui ont été présentés, moi, j'ai un second regret, c'est qu'on travaille d'une part ici au Sénat sur un certain nombre de sujets. Le Sénat lui-même, comme l'Assemblée nationale, travaille sur d'autres sujets, et notamment des modifications des règlements de chacune des chambres. Et il y a d'autres textes qui sont à venir, qui nécessiteront des projets de loi organiques, etc. Donc on a une situation façon Pulse. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu la globalité de tout ce qui serait proposé pour avoir un positionnement tout à fait cohérent sur des modifications apportées à notre Constitution. Mathieu Darnaud, le président de la République a fixé une deadline. Il faut se mettre d'accord avant été 2018, fin 2018. Sinon, référendum, ça va trop vite, ces discussions. Il faut le temps, comme l'a dit Éliane Assessi. Oui, parce qu'il s'agit d'un sujet éminemment sérieux et je pense qu'effectivement, nos concitoyens doivent aussi être consultés ou que l'on ait ici même, au Sénat, à l'Assemblée nationale, le temps de réfléchir. Vous savez, moi je tiens beaucoup à cette expression qui dit qu'on ne doit toucher à la Constitution que d'une main tremblante. Je pense que nos institutions, aussi imparfaites soient-elles, fonctionnent. Et si on a besoin d'évolution aujourd'hui, je crois qu'il faut quand même prendre le temps. On a besoin d'avoir un véritable débat sur le sujet pour voir ce que l'on peut faire évoluer. Je pense notamment à la façon de légiférer pour être plus efficace, pour avoir peut-être plus de réactivité, mais sans aller trop vite. Et je dis simplement, prenons garde à ce que cette habitude de vouloir moderniser nos institutions ne soit pas avant tout des mesures cosmétiques. Didier Guillaume, une des mesures phares, c'est la réduction du nombre de parlementaires. Sur cette question-là, visiblement, tout le monde est à peu près d'accord maintenant. Moins de parlementaires, mais il va falloir décider avec quels moyens et sur quelles conditions, c'est ça ? Non, mais d'abord, tous les présidents ont réformé la Constitution. Il faut évoluer avec son temps. Il y a 3 sujets majeurs sur lesquels nous avons travaillé ce matin et sur lesquels, je crois, nous arrivons à un consensus. La suppression de la Cour de justice de la République. Pas de justice d'exception, il va falloir le faire. La non-présence des présidents de la République au Conseil constitutionnel. Enfin, c'est une aberration qu'un ancien président de la République touche de l'argent pour aller au Conseil constitutionnel. Bon, ça va être supprimé. Donc ces sujets-là, il faut le... Ça, c'est pas les sujets qui fâchent. Mais il y en a d'autres. Mais aucun sujet ne fâche. Après, dans les campagnes électorales, beaucoup de candidats évoquaient la baisse du nombre de parlementaires. Pourquoi pas ? Mais la baisse du nombre de parlementaires, ce n'est pas pour courir après je ne sais quel populisme. C'est à condition que les parlementaires aient les moyens de fonctionner et notamment de faire plus de contrôle du gouvernement. Notre rôle constitutionnel, il est double. Légiférer et contrôler l'action du gouvernement. Et s'il y a moins de parlementaires, il faut que ces parlementaires aient plus de moyens pour contrôler le gouvernement. Et enfin, évidemment, et là-dessus, je pense que nous pourrons trouver un consensus au Sénat, à partir du moment où nous réduirions le nombre de parlementaires, il n'est plus question de rester dans la situation d'aujourd'hui où les gros départements, avec beaucoup de sénateurs, écraseraient les petits. Les députés sont élus au suffrage universel direct par la population à la proportionnelle des habitants. Les sénateurs sont élus par les élus. Ça doit se faire en fonction des territoires et notamment les territoires ruraux doivent être représentés. À partir de là, eh bien, nous verrons comment les choses avanceront et je pense que nous pourrons trouver une façon d'aller à cette révision. Hervé Marseille, moins d'élus, mais plus de moyens et la défense des territoires ruraux, on sait que c'est important ici au Sénat. Oui, c'est surtout le fait qu'il y a 2 assemblées au Parlement, il y a l'Assemblée nationale et le Sénat, chacune a une originalité. On sait que l'Assemblée nationale, c'est plutôt la représentation de la démographie, ce sont les citoyens qui votent. Constitutionnellement, le Sénat est le représentant des collectivités territoriales. Il faut donc garder ce lien entre les territoires et l'institution. C'est la raison pour laquelle, si on retient l'idée
d'une baisse de l'ordre de 30% des parlementaires, ce qui reviendrait à dire qu'il y aurait environ 245 sénateurs, à peu de choses près, eh bien, il y aurait beaucoup de départements, plus d'une cinquantaine, qui n'auraient qu'un seul sénateur. Et donc, comment va-t-on élire ces sénateurs ? C'est là où il faut absolument qu'il y ait un mode de scrutin qui soit territorial, départemental, qui protège ce lien entre le département, l'institution départementale et l'institution sénatoriale. S'il n'y a pas ce lien, il n'y a plus de Sénat. Et donc c'est indispensable qu'on maintienne ce lien. Jean-Claude Rothquier, vous êtes, comme votre groupe RDSE, un défenseur des territoires ruraux. Le département, c'est le seul échelon, pas question de rattacher les élections à la région. Non, pour nous, il n'est pas question de rattacher l'élection sénatoriale à l'élection régionale à la proportionnelle. Donc nous souhaitons nous garder dans les territoires ruraux un lien direct entre l'élu donc et la population et les territoires. Alors vous disiez tout à l'heure qu'on réforme la Constitution, mais je crois qu'on l'a fait 25 fois depuis 1958, donc c'est pas nouveau. Donc, il faut donner un peu du temps au temps, pour reprendre une expression célèbre, et bien réfléchir, mais notre groupe n'est pas hostile donc, à une modification, à une révision, mais encore faut-il qu'elle soit donc consentie et bien réfléchie. Une des autres mesures, la limitation du cumul des mandats dans le temps, pas plus de 3 mandats pour un maire, pour un député, pour un sénateur. Finalement, on imposerait une règle, un peu comme pour le président de la République, c'est 2 fois maximum. Éliane Assassi, une bonne mesure, partout, sur tout le territoire ? Écoutez, moi je l'ai dit ce matin, le président de la République a encore annoncé cette mesure. Je pense qu'il faut creuser le sujet comme ça, parce que livrer en pâture l'idée qu'il n'y aurait que 3 mandats, enfin, qu'il y aurait 3 mandats consécutifs, pour moi, je vais le dire aussi franchement que je le pense, pour l'heure, c'est de l'affichage. C'est de l'affichage. Parce que quelqu'un qui est député aujourd'hui pourrait être sénateur durant 3 mandats consécutifs. Mais in fine, il aurait fait 4 mandats. Donc je pense qu'il faut qu'on creuse encore le sujet. Et il y a la problématique des élus, des exécutifs, des collectivités, des villes, et notamment des petites villes. Je pense qu'on ne peut pas avoir la même réflexion sur des parlementaires que sur des élus, des exécutifs dans des villes, des petites villes notamment. Donc je pense que tout ça n'est pas abouti. Et ce matin, nous n'avons pas abouti, parce qu'il faut que les choses soient claires. C'était une première réunion qui a abordé 3 sujets ce matin, mais nous n'avons pas abouti la réflexion sur ces 3 sujets. Donc il y a encore beaucoup de travail, et à mon avis, les sénatrices et les sénateurs que nous sommes devraient se retourner vers les grands électeurs qui les ont élus au mois de septembre dernier pour ceux qui étaient renouvelables, pour avoir aussi pour recueillir aussi leur avis sur le sujet. Je parlais de nos concitoyennes et de nos concitoyens qui sont écartés de ce débat. N'écartons pas celles et ceux qui nous ont élus en septembre dernier pour ne prendre que cette élection. Mathieu Darnaud, Gérard Larcher, sur ce sujet, dit c'est pas la loi de décider quand s'arrête le mandat, c'est les électeurs, ils votent pour un candidat ou ils votent pas pour lui s'ils en ont marre. Oui, en l'état, nous ne sommes pas favorables à cette mesure. Je crois que la démocratie doit laisser à l'électeur le choix de décider s'il veut reconduire ou non un élu, une équipe municipale, pour ne parler que des élus locaux, parce que l'impact fort, il est avant tout sur les élus locaux, notamment dans ceux des territoires qui sont les plus ruraux, où on a des petites communes, notamment, où on sait que c'est parfois difficile de trouver 9 élus municipaux, parce qu'on est sur des strates de communes qui sont des petites communes. Dans la Drôme, Rochefourchat, 1 habitant, Loubarès en Ardèche, 22 habitants. Vous imaginez bien la complexité que cela revêt. Et je ne vois pas de quel droit on demanderait à des élus qui ont fait leur travail correctement, qui aspirent à se présenter devant les électeurs, on leur refuserait le droit de pouvoir le faire. Je ne pense pas que ce soit une mesure qui participe à la respiration démocratique. Je le dis encore une fois, notamment s'agissant des communes rurales, des territoires ruraux. Et ça, je pense que ça peut créer une crise de confiance importante sur les territoires et notamment sur les petites communes. Jean-Claude Rothquier, comment on peut se mettre d'accord ? Il faut fixer un seuil, c'est un nombre d'habitants au-delà duquel on pourrait plus se représenter ? Je sors d'une campagne électorale des sénatoriales. J'ai vu 318 communes, donc 318 maires et élus.
beaucoup de maires veulent s'arrêter. Alors si on commence à leur dire, au bout de 3 mandats, vous ne pouvez plus vous représenter, je pense qu'il y aura un vide démocratique et que les électeurs décident, eh bien, s'ils reconduisent leurs élus, c'est quand même la démocratie. Donc, pour les maires, ce sera difficile de l'appliquer. Alors, quant aux parlementaires, nous verrons 3 mandats, mais vous savez, ça évolue très vite et je pense que le temps des longs mandats est peut-être terminé. Didier Guillaume, finalement, ça se ferait naturellement maintenant, le renouvellement avec des jeunes têtes qui arrivent. On le voit dans la politique nationale, ça peut être aussi le cas peut-être aux prochaines municipales. Ça s'est fait au Sénat avec ce renouvellement, puisque depuis le dernier renouvellement de septembre et la limitation du cumul de mandats et la démission de sénateurs, 62% de sénateurs sont nouveaux. Donc ce n'est pas rien. Mais moi, je ne partage pas l'avis de mes collègues. Je pense qu'il y a besoin de respiration. À partir du moment où on a mis 2 mandats pour le président de la République, on peut dire que ça va contre le peuple. Si le peuple... Oui, mais c'est le même principe. Si le peuple veut réélire son président de la République 3 fois, il le réélit 3 fois. Je crois que nous avons été plusieurs à dire. Les socialistes, eux, l'ont même dans leur charte. On dit pas plus de 3 mandats. Donc nous sommes plutôt favorables. On verra comment les choses tourneront. 3 mandats pour un parlementaire, je crois que c'est bien, même si je souscris à ce que dit Jean-Claude Requier, c'est fini une longue carrière de 5, 6, 8 mandats. Par contre, moi je ne suis pas favorable à ce que l'on mette la limitation du cumul des mandats dans le temps pour les maires, et notamment les maires des petites communes. Parce que ça n'a aucun sens. Donc quel seuil ? Ce sont des bénévoles, les maires sont des bénévoles, ils sont là pour aider, eux-mêmes ils mettent de leur argent pour nettoyer les chemins, etc. Donc ça, je n'y suis pas favorable. On verra. Le seuil, ça peut être le seuil de 1000 habitants. 1000 habitants, c'est aujourd'hui la limite à partir de laquelle on fait des listes à la proportionnelle et d'autres pas. Mais on verra dans la discussion. Si cette question est posée sur la table dans la réforme constitutionnelle, limitation à 3 mandats, on verra d'abord s'il y a une majorité constitutionnelle, si nous les constituants, nous sommes capables de trouver un compromis, un consensus. En tout cas, autant je pense que ça peut très bien se faire pour des parlementaires, députés, sénateurs, peut-être pour des maires des grandes villes, je ne sais trop, mais moi je ne suis pas favorable pour les maires ruraux. Hervé Marseille. Oui, je pense qu'il faut quand même respecter le Parlement et les parlementaires. On passe son temps à limiter le cumul, à limiter le statut des parlementaires. On ne peut pas donner toujours plus de poids à l'exécutif. Parce que tout ça concourt finalement à avoir des parlementaires qui sortent de nulle part. Parce que, pardon, on a vu, il y a beaucoup de renouvellement déjà au Sénat. Puisque je crois qu'à peu près c'est 60%. Des nouveaux sur la tranche qui a été renouvelée en septembre. Donc on voit à l'Assemblée beaucoup de jeunes gens très sympathiques, mais qui ont une expérience très limitée. Et donc c'est l'exécutif qui domine tout ça. Donc il faut aussi, dans l'équilibre des pouvoirs, que l'expression des territoires et l'expression parlementaire soient respectées. Donc il faut aussi redonner du lustre un peu à l'action législative et à l'action parlementaire, limiter dans le temps. D'abord, on n'est pas obligé de se présenter 3 fois de suite. Il y a aussi des parlementaires qui, de plus en plus, font des choses très différentes. Et puis, ma foi, si les électeurs vous réélisent, c'est qu'ils pensent que vous pouvez les défendre, et surtout s'agissant des territoires. Donc il faut aussi faire confiance aux électeurs, ils ont aussi leur mot à dire. Revaloriser le travail parlementaire, mais en même temps, dans cette réforme constitutionnelle, il y a aussi réduire le temps. Tout le monde dit on met trop de temps à faire la loi, ça met trop de temps. Vraiment, c'est trop long. Eliane Assassi. Écoutez, ça c'est un débat de fond, parce que ça pose la question démocratique et de qui fait la loi et pour qui on fait la loi. Et moi, je pense qu'il faut savoir prendre le temps pour bien écrire une loi, parce qu'elle a des répercussions souvent sur la quotidienneté de nos concitoyennes et de nos concitoyens quand même. Donc... peut-être faut-il trouver des procédures qui font que, effectivement, on ne mette pas 18 mois à voter une loi, et puis aussi trouver des procédures pour que les décrets paraissent rapidement, ce qui n'est quand même pas le cas. On connaît des lois pour lesquelles les décrets ne sont toujours pas parus à l'heure actuelle. Mais faisons attention. Entre le fait qu'on veuille instaurer, généraliser les procédures en commission, c'est-à-dire le vote de la loi en commission, réduire le temps du débat parlementaire, etc., on porte atteinte au Parlement.
dans notre pays, et donc à la démocratie. Et la démocratie, le Parlement, c'est aussi la représentation populaire, qu'on soit député ou qu'on soit sénateur, nous représentons tous ces gens-là. Donc moi je dis, là aussi, au nom du temps, ne toucherons pas à un des piliers de la démocratie qu'est le Parlement dans notre pays. Didier Guillaume, la procédure accélérée, elle est déjà appliquée sur la grande majorité des textes. Une seule lecture, on peut aller encore plus vite? Non. Il y a des moyens? Aujourd'hui, force est de constater que 18 mois, 2 ans, entre le moment où le Conseil des ministres s'exprime et le moment où la loi est votée, c'est beaucoup trop à l'heure des réseaux sociaux et de l'attente de nos concitoyens. Et en plus, comme le dit Éliane Assassi fort justement, les décrets mettent encore parfois 1 an où ils ne sont pas pris. Donc ça ne peut pas continuer comme cela. Il faut que ça aille plus vite. Mais aller plus vite, ça ne veut pas dire bâcler et limiter le débat. Aujourd'hui, on s'aperçoit, les derniers gouvernements, les 3 derniers quinquennats, la procédure accélérée devient quasiment une procédure de la règle. Bon, alors on va voir ce qu'il en est. Mais que l'on considère qu'il n'y ait plus de procédure accélérée, mais qu'il y ait un aller-retour dans chaque chambre, ça peut permettre de gagner du temps sur la durée, mais pas sur le débat parlementaire, bien au contraire. Ça peut permettre de prendre plus de temps. Et après, évidemment, qu'il n'y ait pas le dernier mot, qu'il n'y ait pas qu'une seule lecture à l'Assemblée, mais qu'il y ait une lecture à l'Assemblée et au Sénat. C'est un peu technique, mais c'est comme ça. Ça voudrait dire qu'il y aurait 2 lectures à l'Assemblée, 2 lectures au Sénat, à l'Assemblée dans le dernier mot. Pourquoi pas, mais tout cela... Vous savez, vous nous posez des questions, nous répondons à des questions. Nous n'avons pas de texte sous les yeux. On ne sait pas quelle question nous serait posée par la réforme constitutionnelle. Donc nous essayons de travailler le plus largement possible sur un panel le plus large pour avancer. Je crois que nous pouvons nous retrouver pour dire 2 ans pour voter une loi, c'est trop long. Est-ce que nous nous retrouverons pour savoir comment nous pouvons aller plus vite? Moi, je pense que la durée doit être raccourcie, mais en aucun cas le temps que nous prenons d'expertise, de travail en commission, d'audition ne doit être raccourci. Ou alors nous bâclerions notre travail. Mathieu Darnaud, il y a déjà des articles qui sont retoqués par le Conseil constitutionnel. On l'a vu récemment sur des taxes, etc. Parce que c'est fait trop vite. Il faudrait encore aller plus vite. Oui, je crois qu'il faut d'abord respecter le travail du Parlement. Ça a un sens. Et si on veut justement éviter les écueils auxquels vous faites référence, il faut prendre le temps nécessaire. Alors, il y a certaines choses qu'il faut peut-être améliorer. Le travail, notamment en commission. Je pense essentiellement à l'étude d'impact. On a constitutionnalisé les études d'impact. Aujourd'hui, on légifère sur des textes qui sont des textes essentiels sans la moindre étude d'impact, ou si peu. Donc on n'a absolument, pas de base de travail objective. Ce qui fait qu'on légifère avec l'apport que chacun peut avoir à titre personnel, mais on a besoin aujourd'hui d'éléments qui nous permettent de mieux légiférer. Sinon, on va se retrouver dans un temps législatif qui sera tout aussi long parce qu'on aura voulu aller plus vite, que ce soit par le biais d'une seule lecture ou que ce soit par la volonté d'avoir un travail parlementaire très rapide, trop rapide. La conséquence, elle est évidente, c'est qu'on sera obligé de revenir sur ces textes. Je pense notamment à une loi qui fait référence ici, qui est la fameuse loi NOTRe, sur l'organisation de nos territoires. Aujourd'hui, on en est à 5 ou 6 textes, avec encore dernièrement la question qui va se poser au prochain congrès des maires de l'eau, de l'assainissement ou d'une compétence comme GEMAPI, et qui vont sûrement nous amener à relégiférer ou à corriger ce texte. Donc je crois qu'il faut des études d'impact qui disent les choses clairement, de façon chiffrée, qu'on ait des éléments qui soient objectivés pour que nous puissions faire un travail de qualité et légiférer utilement pour nos territoires, pour nos concitoyens. Hervé Marseille, est-ce que c'est possible de concilier le temps parlementaire? On a vu, il faut quand même un minimum de temps pour bien faire la loi, et le temps maintenant de l'attente des concitoyens. Didier Guillaume a évoqué les réseaux sociaux. C'est pour quand? Telle mesure? Est-ce que c'est conciliable, ces 2 intérêts différents? Oui, enfin, vous oubliez le quinquennat en plus, qui est, j'allais dire, un délai imposé. C'est une figure imposée, donc qui accélère les choses. Mais en même temps, qui amène les textes? Qui amène les textes? C'est le gouvernement. Le gouvernement, les gouvernements, quelle que soit leur couleur politique, agissent de la même façon. Ce que veulent les élus, comme les entreprises, comme les citoyens, c'est quand même de la visibilité, de la stabilité. On ne peut pas passer son temps à changer les règles. Comment peut-on fonctionner dans un pays où on change des règles tous les 5 minutes ?
Chaque fois qu'il y a un accident ferroviaire ou un accident de la route, on fait des lois en catastrophe immédiatement, les ministres se déplacent, ça devient une affaire d'État. Chaque fois qu'il y a un problème de sécurité, et malheureusement dans notre pays, comme partout dans le monde, il y en a quasiment tous les mois, on revient devant le Parlement pour dire on améliore la loi, on change la loi, on surajoute à la loi. Tout ça prend du temps, ça a été dit par mes collègues ici autour de cette table. Il faut de la stabilité, il faut de la visibilité et il faut donner un peu de temps pour réfléchir à tout ça. Il y a des lois nécessaires, on les travaille, il y a des lois obligatoires, la loi de finances, la loi de finances sur la sécurité sociale, chaque année, c'est déjà considérable. Mais qu'on se donne un peu de temps, un peu de réflexion et qu'on n'agisse pas n'importe comment, sous prétexte qu'il se passe quelque chose et que immédiatement il faut passer à la télévision, faire voter quelque chose et puis 6 mois après, il n'y a rien, il n'y a pas de décret d'application, il n'y a pas d'application et nos concitoyens considèrent finalement que tout ça, c'est un théâtre d'ombre. Donc si on veut être efficace, il faut redonner confiance, bien sûr, à nos concitoyens dans leur Parlement, dans leur vie politique, mais il faut aussi que le gouvernement, l'exécutif, quel qu'il soit lui-même efficace et mesure les propositions qu'il présente au Parlement. Jean-Claude Requier, le risque, c'est que ça soit de l'agitation et plus de l'action. Écoutez, le Sénat est quand même célèbre pour sa modération, sa pondération et sa réflexion. Voilà. Donc je crois qu'il faut garder ces vertus du Sénat. C'est vrai que les textes que nous recevons de l'Assemblée, souvent nous les améliorons. Nous prenons davantage de temps peut-être pour les étudier. Et il faut garder donc la séance, qui est vraiment le cœur du Sénat dans l'hémicycle. Il est projeté éventuellement d'accélérer et de faire passer beaucoup de textes en commission. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait un accord des présidents de groupe pour légiférer en commission, mais moi, je ne suis pas favorable. Je pense qu'il faut que la commission de travail prépare, mais le cœur de la décision, c'est donc l'hémicycle, et c'est au Sénat de prendre donc les décisions. Didier Guillaume, travailler, finalement, écrire la loi directement en commission, c'est irréconciliable avec l'objectif de transparence. Au moins, dans l'hémicycle, on voit ce qui se fait. Non, absolument pas. Je pense que là encore, il faut attendre de voir comment les choses avancent. Je sais que le président Larcher est plutôt favorable à cela. Regardons de près. Moi, je préfère que sur des textes techniques, ils soient vus en commission diffusée en direct, public, avec tous les sénateurs pouvant venir, qu'ils soient votés avec 15 sénateurs dans un hémicycle vide. Je pense que ça a des travers. 4 textes ont été votés en commission dernièrement. Ils ont été après, de toute façon, ils sont ratifiés dans l'hémicycle, hein, c'est obligatoire. Mais ils ont été votés en commission, les choses sont plutôt bien passées. Évidemment, en commission, il ne peut pas y avoir le budget, il ne peut pas y avoir les grands textes sociétaux, il ne peut pas y avoir le logement, etc. Mais il y a des textes très techniques, des ratifications d'ordonnances, des ratifications d'accords multilatéraux, bilatéraux en politique étrangère qui peuvent être faits. Mais nous verrons. L'objectif, ce n'est pas de légiférer en commission pour légiférer en commission. Tout ce qui pourra permettre d'avoir plus de temps dans l'hémicycle sur les grands textes, sur les grandes orientations, sera positif pour le Sénat. Et tout ce qui pourra être enlevé de l'hémicycle pour que ce soit fait différemment, ça peut être positif. Mais là encore, je dis bien, nous sommes vraiment dans la théorie. Vous voyez, par rapport aux questions que vous posez, vous faites aujourd'hui un débat sur la réforme constitutionnelle, parce que c'est le sujet qui a été évoqué, alors que nous... Vous avez fait une réunion ce matin sur le sujet au Sénat. Alors que nous n'en parlerons officiellement qu'au mois de juin, s'il y a un congrès, et que nous commençons juste à y travailler. Ça montre bien que vous aussi, les journalistes, et c'est normal, les médias, vous avez besoin d'informations rapides. Il faut que les choses aillent vite, toujours plus vite, et c'est normal, vous êtes le reflet de la société, le reflet de nos concitoyens. Mais nous, il faut qu'on arrive à nous mettre aussi dans le reflet de nos concitoyens en allant un peu plus vite. C'est pas le problème des sénateurs ou de l'Assemblée. Hervé Marseille le disait, c'est le problème du gouvernement. Il faut que le gouvernement mette moins de textes, que l'on légifère moins, que l'on légifère mieux. Il y a tout un tas de projets de loi qui pourraient ne jamais venir, et certains pour lesquels nous prendrions plus de temps. Si nous arrivions à faire cela, parce que la réforme de 2008 constitutionnelle de Nicolas Sarkozy, qui a été votée avec une voix de majorité, stipule désormais qu'il y a 15 jours pour le gouvernement et 15 jours pour le Parlement. Je pense qu'il faudrait aussi revenir sur l'organisation globale du travail et que l'exécutif fasse des efforts de nous balancer moins de textes. Mathieu Darnaud, si les parlementaires finalement n'arrivent pas à se mettre d'accord, le chef de l'État a dit que ce sera les Français qui trancheront un référendum
c'est un peu la menace, et si vous ne vous mettez pas d'accord, on fera sans vous. Je crois qu'il faut faire attention à ne pas être tout le temps dans la défiance. On a la capacité de réfléchir sereinement, en prenant le temps nécessaire, encore une fois. On est sur des sujets qui touchent au cœur même de la démocratie française, au cœur de nos institutions. On ne peut pas prendre des décisions en 15 jours ou aller vers un accord au forceps. Je crois que ce sont des sujets essentiels. Ce qui a été dit en est le reflet ce soir, parce que c'est l'avenir du bicamérisme aussi, on l'a dit, notamment par rapport à la façon dont sera décidé l'abaissement du nombre de parlementaires. Le cumul des mandats dans le temps, ça peut toucher gravement aussi à la démocratie de proximité, à nos communes. Donc on voit bien qu'on n'est pas sur des sujets cosmétiques ou des sujets d'affichage, comme le disait Éliane Assassi. On est dans des sujets essentiels pour l'avenir de la démocratie française. Merci madame, merci messieurs d'avoir parlé de ce sujet dont évidemment on reparlera. C'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur les chaînes parlementaires.